j'espère. Ah oui, pardon. Bonjour à tous. Et ouais, effectivement, ça va être pas mal parce que je vais pouvoir rebondir sur pas mal de choses qui ont été dites ce matin par les précédents intervenants. Donc moi, je suis Jérôme Bellin, je suis le directeur général et le cofondateur de Removal. Removal, c'est une société qui est spécialisée sur le développement et le financement de projets de contribution carbone et notamment des projets de séquestration. Et notre métier, c'est d'accompagner des développeurs de projets dans le design, la certification et le financement de leurs projets. Et c'est aussi d'accompagner des entreprises, comme par exemple celles qui ont parlé ce matin, pour investir dans des projets de contribution carbone et des projets notamment de séquestration. Alors, je n'ai pas prévu une slide comme vous, Christophe, pour expliquer un petit peu tout mon background, mais en quelques mots, moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur tous les enjeux de stratégie climat. J'ai travaillé dans le conseil avant, où j'ai accompagné pas mal d'entreprises dans leur bilan carbone. J'en ai fait plusieurs centaines. Beaucoup d'accompagnement aussi d'entreprises sur les trajectoires de réduction d'émissions. À l'époque, on avait accompagné les premières entreprises qui ont été labellisé Science Based Target Initiative. Et puis aussi, je travaille depuis plus de 8 ans sur le marché carbone volontaire. Et donc ce matin, je vais vous parler de ce marché. Il y a eu pas mal d'informations qui ont été partagées là-dessus et ma présentation va permettre de mettre un petit peu de chiffres sur toutes ces évolutions du marché et de donner quelques éléments peut-être un petit peu plus concrets sur pas mal de choses qui ont été évoquées. Alors, je vais revenir très rapidement sur l'objectif. Bon, le challenge, je pense que vous le connaissez tous, hein, c'est un défi immense qui est en face de nous, c'est le défi du changement climatique. On doit absolument atteindre le net zéro émission à horizon 2050 si on souhaite rester sous la barre des 1,5 degrés en 2100. Et en fait, si on veut faire ça, il y a juste un impératif, c'est d'investir et investir en fait massivement, à la fois dans la réduction et dans les projets de séquestration, parce que malheureusement, même quand on aura réduit énormément, il restera beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre à séquestrer. Alors nous, notre vision, en fait, c'est que les entreprises doivent un peu faire ce que fait JCDecaux, en fait, c'est-à-dire un peu tout faire en même temps. Tout faire en même temps, ça ne veut pas dire le faire n'importe comment, ça veut dire qu'il faut le faire bien, et pour le faire bien, ça commence par, évidemment, bien mesurer ses émissions aujourd'hui en intégrant notamment les émissions du scope 3 et de la supply chain. On en a pas mal parlé depuis hier. Je pense que c'est le gros enjeu de toutes les entreprises dans la salle. Ça représente entre 60 et 90% des émissions de gaz à effet de serre pour la plupart des entreprises. Donc on le sait, l'enjeu il est vraiment là. Bon, une fois qu'on a bien mesuré, évidemment la priorité absolue c'est de réduire drastiquement ces émissions de gaz à effet de serre, notamment en s'attaquant à ce fameux scope 3 où c'est compliqué, où on doit travailler avec sa supply chain, engager ses fournisseurs et donc on a vu les achats aussi ont un vrai rôle à jouer et j'en reparlerai je pense juste après. Donc l'objectif c'est de réduire au maximum en étant évidemment en ligne avec une trajectoire qui est compatible avec l'accord de Paris et donc aujourd'hui le framework de référence c'est évidemment les Science Based Target. On en parle beaucoup depuis hier, je pense que vous connaissez tous le sujet, donc c'est la priorité. Nous, notre vision, et donc ça, là en fait c'est un graphe qu'on a repris du dernier guidelines de la Science Based Target Initiative, c'est pour dire que les entreprises en fait, en parallèle de leur démarche de réduction des émissions, qui encore une fois doit être la priorité est très massive, elles peuvent commencer à contribuer à la transition vers le net zéro émission et contribuer à l'atteinte d'une neutralité carbone. Et donc ça, nous, on le voit en parallèle. Alors ce que dit les Science Based Target, c'est que pour atteindre le net zéro, alors différents horizons temporels sont définis par les entreprises, ça peut être 2050, 2040, 2035, je crois que la plus ambitieuse que j'ai vue c'est 2025, voilà, il y a des entreprises à 2028, ça dépend de la capacité à réduire évidemment, mais pour atteindre le net zéro émission à l'échéance de temps qu'on s'est fixé, il n'y a pas 50 000 solutions en fait. Après une réduction massive, c'est de venir compenser ces émissions incompressibles avec des projets de séquestration. C'est pour ça que vous voyez que progressivement, dans le cadre d'une démarche net zéro, on doit aller vers de plus en plus de projets de capture du carbone et donc d'émissions séquestrées. Cela étant, nous on pense que c'est important de continuer à soutenir des projets d'émissions réduites ou évitées parce que il faut réduire chez soi, c'est sûr, il faut réduire dans sa chaîne de valeur. C'est bien de continuer à réduire aussi
en dehors de son périmètre et de sa chaîne de valeur. Bon, après, il y a certaines entreprises qui vont même plus loin et qui vont dire, une fois que j'aurai atteint le net zéro, on va venir compenser les émissions historiques depuis le début de la création de l'entreprise. C'est le cas de Microsoft. Ils sont super avancés sur leur stratégie climat et eux, ils se sont engagés à compenser les émissions qui ont été émises depuis la création de l'entreprise dans les années 70. Et donc après, on parle de carbone négatif, carbone positif. Bon, voilà, il y a différents claims autour de ça. C'est à clarifier. Il faut être super vigilant sur les claims. On en a aussi parlé depuis hier. Mais en tout cas, il y a des entreprises qui vont jusque-là. Donc la question, finalement, c'est comment on arrive à ce fameux net zéro et comment on fait dans un marché du carbone volontaire qui est en plein boom. Hein, vous l'avez dit, les prix ont explosé et je vais revenir là-dessus. Juste un petit rappel, moi là je vais parler uniquement du marché carbone volontaire et je vais faire un gros focus sur le marché international. Donc le marché carbone volontaire, comme son nom l'indique, c'est un marché qui concerne des entreprises qui s'engagent volontairement dans une démarche de compensation. Donc c'est des entreprises qui ne sont pas soumises au marché réglementaire. Il y a des marchés réglementaires qui commencent à se structurer un peu partout dans le monde. Le plus connu, c'est le UETS qui concerne les pays européens, mais maintenant il y a des marchés de carbone réglementaires en Chine notamment, en Amérique du Nord et dans pas mal d'autres pays. Moi ce matin je me concentre sur le marché carbone volontaire. Donc encore une fois, la démarche elle est relativement simple, c'est des entreprises qui ont bien mesuré leurs émissions de gaz à effet de serre, qui les réduisent et qui souhaitent aller un petit peu plus loin en compensant leurs émissions résiduelles sur certains périmètres. Comment elles font ? Elles financent des projets d'émissions réduites, évitées ou séquestrées qui sont certifiés par un certain nombre d'organismes et notamment les standards que vous voyez sur cette slide. Les plus connus, c'est le Gold Standard, le Verified Carbon Standard qui est porté par Verra. Historiquement, il y a le Clean Development Mechanism des Nations Unies qui a en fait permis de développer un petit peu tous ces mécanismes de compensation carbone. Et puis, il y a d'autres standards. Et donc, finalement, les entreprises vont compenser certains périmètres. Ça peut être, dans votre cas, c'est les défilés, c'est le scope 1 et 2. Et en fait, pour chaque émission à compenser, on va devoir acheter un crédit carbone, sachant qu'un crédit carbone est toujours égal à une tonne équivalent CO2. Tonne équivalent CO2, parce que dans les bilans carbone, comme vous le savez, il n'y a pas que du carbone. Il y a les autres gaz à effet de serre qui sont concernés, notamment le méthane, etc. Donc la logique, je pense, vous la connaissez, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Maintenant, je vais revenir sur l'évolution du marché. En fait, le marché s'est développé, donc je ne suis pas remonté avant 2010, mais en fait, le marché se structure, le marché carbone volontaire, depuis les années 2007-2008 avec la mise en place du protocole de Kyoto. Le démarrage a été assez lent et finalement ce qu'on voit c'est que depuis l'accord de Paris il y a quand même une croissance. Alors 2017-2018 la croissance a été assez faible et en fait 2019 ça a été une année où il y a commencé à avoir un boom sur le marché. On a senti vraiment que les entreprises étaient plus à l'aise avec ce sujet et commençaient à s'intéresser plus au sujet de la compensation carbone, étaient un petit peu plus décomplexées sur le sujet. Parfois un peu trop. Il y a eu des abus, c'est vrai, sur les claims autour de la neutralité carbone, mais en tout cas, les entreprises se sont vraiment emparées de ce sujet. 2020, malgré le Covid, en fait, le marché a continué à augmenter et donc on est passé à 94 millions de tonnes équivalent CO2 compensées sur le marché volontaire en 2020 et 2021, malgré le Covid qui traîne, etc., plus 70% de croissance d'une année à l'autre sur le marché. Et donc actuellement, on est à peu près à 160 millions de tonnes équivalent CO2 à fin 2021 qui ont été compensées. Alors avec quel type de projet ? Un tiers à peu près de projets d'énergie renouvelable, 40% à peu près de projets qu'on appelle AFOLU, donc c'est des projets forestiers, agriculture, land use, et le reste c'est des projets d'efficacité énergétique, des projets de fuel switch, des projets de captage du méthane et aussi des projets communautaires. Ce qui est intéressant, c'est sur la séquestration. Sur la séquestration, en fait, on voit que les projets de séquestration, sur tout ce volume de 160 millions de tonnes équivalent CO2 qui ont été compensés, ça représente que 6% du total. Croissance très forte, mais finalement que 6%. Et on sait que pour atteindre le net zéro, pour être en ligne avec les guidelines du Science Based Target, il va falloir trouver des projets de séquestration. Forcément, la demande explose sur le marché, ça fait augmenter les prix. Vous l'avez dit, en quelques années, ça a beaucoup augmenté. Et donc là, cette slide, elle présente un petit peu la courbe de la croissance des prix sur le marché volontaire international depuis 2017. Ce qu'on voit, c'est que les prix augmentent sur toutes les catégories de projets.
Alors c'est vrai que dans certains cas, on partait de très bas. Clairement, les prix sur les projets énergie renouvelable, en 2017-2018, on était à moins de 2 euros la tonne. Aujourd'hui, on est à 6 euros la tonne. Sur les projets forestiers, toutes catégories confondues, on est parti de très bas aussi, moins de 4 euros, et on arrive aujourd'hui à 14 euros en moyenne en 2022. Les projets communautaires, ce qu'on appelle household device, c'est tous les projets de foyers de cuisson améliorés. Vous avez mentionné tout à l'heure un projet de réchaud, ça en fait partie. Et donc là aussi, il y a une demande très forte sur ces projets et les prix augmentent. On est à plus de 10 euros la tonne maintenant sur ce type de projet en moyenne. Encore une fois, chaque projet a son business model, mais c'est 10 euros la tonne en moyenne. Et donc, c'est des projets qui sont très demandés parce qu'il y a effectivement beaucoup de co-bénéfices au-delà du carbone sur ces projets. Donc, ça intéresse beaucoup les entreprises. Mais ce qui est plus intéressant, je pense encore que tout ça, c'est la partie séquestration carbone. Alors, sur la séquestration carbone, aujourd'hui, il y a des projets de séquestration technologique, mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas encore de méthodologie qui sont proposées par les standards pour faire certifier les projets de séquestration technologique. Il y a une méthode qui existe sur le biochar, dans le cadre de Vera. Ce n'est pas encore le cas dans le cadre des autres standards, mais il n'y a pas encore de projet qui génère d'unités. Parce qu'il faut savoir que développer un projet, avant de générer des crédits, ça prend en moyenne 2 à 3 ans, donc ça prend du temps. La méthode biochar est sortie l'année dernière, mais pour tous les autres projets de carbon capture and storage, direct air carbon capture, tout ce qu'on appelle les DAX, les BEX, aujourd'hui il n'y a pas de méthode. Donc les entreprises qui veulent faire de la séquestration carbone, elles le font avec des projets forestiers. Donc c'est principalement de la forestation-reforestation. On sait que ce n'est pas la seule solution pour atteindre le net zéro. On aura besoin des projets de capture technologique. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas encore les méthodos. Donc les entreprises qui souhaitent s'engager dans une démarche qui est, on va dire, on the road to net zero, elles doivent le faire avec des projets principalement forestiers, afforestation, reforestation. Et encore une fois, si je repasse à la slide d'avant, vous avez vu que ça représente 6% du marché. En fait, l'offre disponible, elle est très faible. Il y a une quinzaine de projets certifiés dans le monde, il n'y a pas de crédit et tout le monde les veut parce que tout le monde veut aller vers de la séquestration et puis être uniquement sur la partie évitement. Donc les prix explosent. Et donc on n'est pas on a dit 70 euros la tonne avant. Bon, encore une fois, chaque projet a son business model. En moyenne, nous, ce qu'on voit en étant en contact avec les porteurs de projets de manière quasiment quotidienne, les prix en moyenne, c'est 30 euros la tonne à peu près. À l'heure actuelle. Il y a des projets à 20, il y a des projets à 45, 50 euros la tonne, mais la moyenne, c'est 30. Bon, les prix augmentent dans toutes les régions. Alors, j'ai pas inclus l'Europe, j'ai pas inclus les standards domestiques, j'ai pas inclus le label bas carbone. Je peux en dire deux mots. En France, sur les projets label bas carbone, en moyenne, on est entre 25 et 75 euros la tonne, à peu près. Donc, c'est plus élevé que ce qu'on voit dans toutes les géographies, mais pour faire vite sur cette slide, la leçon à tirer, c'est qu'en fait, les prix augmentent sur tous les types de projets et sur toutes les géographies. Quelle que soit la localisation du projet, les prix augmentent. Donc le marché, pour vous donner quelques projections, il est en pleine explosion. Donc aujourd'hui, on est à peu près 2020, 2021, on est allé à peu près 0,16, 0,18 gigatonnes, donc 160, 180 millions de tonnes équivalent CO2 compensées. En 2030, ce sera 1,5 gigatonnes et en 2050, il y aura à peu près 7 gigatonnes qui vont être compensées. Donc la taille du marché, les projections, c'est que la taille du marché va vraiment exploser. Et donc c'est vrai en volume, mais c'est vrai aussi en valeur. En fait, il y a un double effet. Il y a un effet de volume et il y a un effet de prix. Il y a de plus en plus de demandes, donc les volumes compensés vont être plus importants et les prix augmentent. Donc forcément, mécaniquement, la taille du marché augmente et donc on estime qu'en 2050, c'est un marché qui va représenter à peu près 100 milliards de dollars, sachant qu'en 2021, pour la première fois, le marché a dépassé les 1 milliard de dollars de volume échangé. Et l'enjeu, encore une fois, c'est d'investir. Parce que pour répondre à cette demande, en fait, on voit qu'il y a un gap énorme entre le volume de crédit carbone disponible et ce qu'il va falloir compenser pour pouvoir être en ligne avec l'objectif du net zéro émission. En fait, il faut développer 50 à 100 fois plus de projets pour générer 50 à 100 fois plus de crédit carbone pour pouvoir répondre à la demande du marché à horizon 2050. Et donc là, je rejoins exactement ce que vous disiez tout à l'heure sur les achats. En fait, des projets, il n'y en aura pas pour tout le monde et il n'y en aura pas au bon prix. Donc en fait, les entreprises qui s'engagent sur le net zéro, ils ont pris leur engagement pour certains il y a 2-3 ans. Ils se sont dit, bon,
On y va, on fait des grosses annonces, on fait des coups de com', de toute façon tout le monde doit y aller, on le fait, net zéro 2030-2035. Bon, déjà on commence à avoir les premiers rapports de suivi du SBTI, on voit que sur la réduction c'est compliqué, mais en fait sur la compensation des émissions incompressibles, ça va être très 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 compliqué aussi. Et donc en fait il faut commencer à investir maintenant, parce que des projets il n'y en aura pas pour tout le monde. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très vrai, c'est qu'il y a quelques années, en fait, les entreprises qui achetaient des crédits carbone étaient vraiment en situation de force sur le marché. Aujourd'hui, c'est les développeurs de projets qui sont en situation de force. En fait, le rapport entre l'offre et la demande s'est complètement inversé. Et aujourd'hui, il y a quelques années, une entreprise qui voulait acheter des crédits carbone, elle pouvait faire son contrat pluriannuel à 5 ans, avoir des prix fixes sur la durée. Ils étaient accueillis comme des rois par les développeurs de projets. Aujourd'hui, c'est les porteurs de projets qui dictent leurs lois sur le marché. Et c'est très bien parce que ça leur permet d'obtenir plus de financement, de développer des projets. Et c'est le but. Mais pour les entreprises, ça pose un certain nombre de questions. Parce qu'en fait, des porteurs de projets, vu la dynamique d'augmentation des prix sur le marché, ils veulent plus s'engager sur des contrats multi-years. Pourquoi ils le feraient? Les prix augmentent chaque année. Donc ils ont intérêt à vendre en spot sur le marché chaque année. Et donc pour les entreprises, ça commence à être un vrai enjeu de comment on va sécuriser cette démarche net zéro. Comment on va sécuriser les volumes et comment on va sécuriser les prix sur le long terme. Donc en fait, pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions. En fait, il faut investir, il faut aller beaucoup plus loin que d'acheter des crédits carbone. Il faut financer des projets. Et donc nous, c'est notre métier. Et donc ce qu'on propose à nos clients, c'est d'investir dans des projets. Ça a plusieurs avantages. Encore une fois, sécuriser les volumes sur la durée et sécuriser des prix sans être dépendant des dynamiques de marché. Mais aussi en termes d'engagement, je pense que c'est beaucoup plus... j'ai presque fini. C'est beaucoup plus engageant et c'est beaucoup plus valorisant aussi pour les entreprises d'aller investir dans des projets, d'être à l'origine de nouveaux projets, des projets additionnels. Il y a beaucoup de débats sur les projets anciens qui ont été certifiés il y a très longtemps et dont on peut questionner l'additionnalité. Là, sur des nouveaux projets additionnels, on est sûr que les financements vont permettre de lancer des nouveaux projets. Et donc ça, c'est assez intéressant. Donc nous, on a différents services. Bon, je vais pas détailler tout ça, parce que je ne vais pas être dans un truc trop commercial. Vous me poserez des questions après si vous voulez. Mais en fait, nous, on propose à nos clients d'investir dans des projets. Et surtout, ce qu'on propose, c'est de mettre en place des fonds carbone sur mesure. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très vrai. Sécuriser les volumes et les prix, faut investir dans des projets. Mais par contre, il ne faut pas le faire dans un seul projet. Si je suis une entreprise, j'ai tout intérêt quand même à diversifier mon risque. On parle de projets quand même nature-based ou même des projets technologiques, il y a des risques. Donc il faut mettre en place une logique de portefeuille. Et donc en fait, il faut avoir plusieurs projets pour sécuriser son approvisionnement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des fonds carbone sur mesure pour des entreprises. Et donc on leur permet d'investir sur des projets à 10, 15, 20 ans. Voilà, donc ça, je vous en reparlerai plus tard si certains souhaitent participer à notre table ronde. Les projets qui sont aujourd'hui disponibles, c'est des projets, encore une fois, d'émissions réduites ou évitées et de séquestration. Nous, notre gros focus, c'est les projets de séquestration, même si on pense que les autres sont encore importants. Et dans les projets de séquestration, encore une fois, c'est principalement des projets forestiers et agricoles. On inclut évidemment les projets de biochar, parce qu'encore une fois, il y a une méthode qui est disponible dans le cadre du VCS et de Vera, et donc il y a des projets qui commencent à être développés. Il y a des projets de blue carbone aussi qui intéressent beaucoup les entreprises, des projets de restauration des écosystèmes côtiers et marins, notamment des mangroves, mais il y a aussi des méthodos qui existent sur la restauration des herbiers marins. Donc voilà, nous c'est le type de projet qu'on propose à nos clients. Donc voilà, pour finir, je pense que vous avez bien compris l'enjeu, sécuriser des projets, sécuriser des prix. Pour ça, il n'y a pas 50 solutions, c'est investir avec des partenaires sur le long terme et investir dans le cadre de fonds carbone diversifiés, parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, investir sur différents types de projets. Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai tout à l'heure.